J'ai une question, mais très, très ponctuelle sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux reprendre l'argument donc de Madison Jefferson contre enfin, ce que tu dis à propos de l'importation des produits de luxe Oui. et la taxation. Voilà. Est-ce que Oui. tu... Alors, si tu veux, Jefferson et Madison considèrent que la société américaine étant une société plus égalitaire, et c'est vrai, elle est plus égalitaire que les sociétés européennes, il n'y a pas de noblesse, il n'y a pas, etc., même s'il y a des gentlemen, il n'y a pas de noblesse. Les besoins des États-Unis en produits manufacturés, en produits de luxe, ils parlent notamment, par exemple, des boucles en argent, des chaussures, des choses comme ça. C'est des trucs qui peuvent être taxés très lourdement parce que de toute façon, il n'y a que les riches qui les achètent et les riches peuvent bien payer des impôts. Et donc, ça ne leur pose pas de problème de taxer lourdement ça pour pouvoir servir au développement de l'industrie domestique dans des domaines qui, eux, intéressent l'ensemble des Américains, la petite métallurgie, le textile, etc., etc., etc. Si tu veux, donc leur politique, c'est de taxer le luxe. Ils auraient été favorables au fait de taxer le luxe en taxant les importations anglaises pour favoriser, au contraire, des taxes très faibles sur les productions domestiques. Donc c'était une politique qu'on pourrait appeler protectionniste, si tu veux. Hein, parce qu'ils considèrent que la société américaine étant constituée essentiellement de travailleurs indépendants, de fermiers, etc., donc ils comptent évidemment pas les esclaves, ça va de soi. Dans tout ce débat, la question de l'esclavage est passée sous le tapis. Hein. On pourra en parler si vous voulez, mais pour eux, c'est un autre débat. Mais la plupart des Américains, en tout cas, sont des travailleurs indépendants, sont des fermiers indépendants qui n'ont pas besoin des produits de luxe européens. Et donc, ils considèrent qu'on peut taxer ces produits de luxe européens, que ça ferait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, d'ailleurs fédéral, et qu'on pourrait comme ça limiter au contraire les excise, c'est-à-dire les impôts indirects, sur les consommations des habitants des États-Unis. Hamilton lui considère, à l'inverse, que si on taxe le luxe, on va se mettre à dos les négociants, on va se mettre à dos l'aristocratie de la richesse, et il n'est évidemment pas du tout question de ça. Hamilton est favorable au fait de taxer, au contraire, assez fortement les produits de consommation courante, les alcools, etc., etc. Vous avez évoqué la circulation des idées entre les États-Unis, l'Angleterre, la France. Ce projet politique foncièrement en fait conservateur d'Hamilton, c'est cette conception libérale de l'économie. Je ne dirais pas qu'il est conservateur. Pardon? Je ne dirais pas qu'il est conservateur. Ah. Il est libéral, tout à fait. D'accord. Donc il est libéral, il n'est pas conservateur. Il n'est pas conservateur. Est-ce que du coup, cette conception-là a nourri, a été un exemple pour Brissot et pour les Girondins pendant la Révolution française? Alors, je ne sais pas. Alors, à cette étape, je ne peux pas dire si le libéralisme d'un Brissot ou le libéralisme de Hamilton s'influencent réciproquement. Ce dont je suis sûr, c'est qu'ils s'alimentent aux mêmes sources. C'est-à-dire qu'ils ont lu les mêmes choses. Et ça, c'est sûr. Alors, est-ce que, évidemment, on peut faire des ponts. Hein. Il est clair, par exemple, que la politique de Roland en 1792 est très proche de celle que veut mener Hamilton. C'est parfaitement clair. Mais je ne crois pas qu'il y ait influence directe, parce que tout ça, ça se passe simultanément, en fait. Hein. En revanche, ce qui est vrai, c'est que, par exemple, ce sont les Girondins qui ont favorisé la traduction en français du fédéraliste de 1787. Mais alors, dans le fédéraliste de 1787, le programme libéral économique de Hamilton n'est pas aussi clair. Voilà. Donc, dire qu'il y a une influence de l'un vers l'autre, je ne crois pas, mais je crois qu'en revanche, ils se fondent aux mêmes sources, c'est-à-dire à ce qu'on appelle le républicanisme libéral, ou à ce qu'on appelle le libéralisme, ou à ce qu'on appelle le républicanisme de Mandeville, de Hume, c'est-à-dire ce républicanisme qui considère que le fondement de la société, c'est la défense de la propriété et finalement l'équilibre du jeu des passions et des intérêts matériels. Voilà. Et ça, c'est une tradition aussi vieille que le XVIIIe siècle, hein, Voltaire aussi, hein, dans Le Mondain, au début du siècle, défendre des positions relativement proches. Donc je dirais qu'on est dans des conséquences
appliquée à des situations différentes, parce que la situation économique de la France et la situation économique des États-Unis dans la décennie 89-90, 89-99, c'est pas la même. Mais je dirais qu'on a une même tradition politico-économique qui s'applique de manière différente dans deux espaces différents. Question. Oui. Anne-Marie. Oui. Est-ce que le fait de vouloir favoriser la petite propriété pour ne pas mettre en danger l'égalité n'implique pas une extension vers l'ouest et donc une conquête des terres indiennes? Tout à fait. Alors, tout à fait, c'est l'un des objectifs de Jefferson, mais il faut comprendre qu'à ce moment-là, au moment où on parle, les Indiens, ils ne sont pas juste à côté. C'est-à-dire qu'il reste encore beaucoup de territoires qui appartiennent aux États-Unis, qui n'appartiennent plus aux Indiens, et qui sont inexploités. C'est-à-dire que Jefferson envisage, comme d'ailleurs la plupart des républicains, qu'à un moment ou un autre, les Indiens vont se civiliser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout chez Jefferson, à ce moment-là, l'idée d'une extermination des Indiens. L'extermination des Indiens, etc., c'est quelque chose qui va apparaître plutôt à partir des années 1840-1850, bien après la mort de Jefferson, et dans un contexte tout à fait différent. En revanche, il est clair que à moyen terme, à court et à moyen terme, pour les Indiens, l'expansion des Américains vers l'Ouest, c'est pas une très bonne chose. Ça, c'est une évidence. Mais à ce moment-là, Jefferson, Madison et les Républicains ont tendance à penser qu'on pourra s'arranger. D'abord parce qu'il reste beaucoup de place, et d'autre part parce qu'on peut signer des traités avec les Indiens, et parce qu'ils espèrent que de toute façon, le développement de la propriété privée va amener les Indiens à se civiliser, entre guillemets. Alors effectivement, c'est un projet fort, comment dirais-je, optimiste, quand on connaît la suite des événements. Mais disons qu'on n'est pas dans un projet d'extermination des populations indiennes à ce moment-là. On n'est pas du tout dans ce type de rapport de force. Pour une raison très très simple, c'est que les États-Unis sont tellement faibles que le rapport de force militaire, il est en faveur des Indiens à l'époque. Même s'ils avaient essayé de faire quoi que ce soit contre les Indiens, ils seraient pris des raclées. Et d'ailleurs, la première guerre indienne qui a lieu en 92, les Américains se prennent une raclée. Donc, on n'est pas dans le contexte qui sera celui du deuxième 19e siècle. Je voulais intervenir et insister sur ce que tu as dit. C'est vrai qu'on a tendance à raisonner en termes d'influence réciproque, de liens, et qui ferait penser à des généalogies qui seraient celles de l'histoire des idées, et qu'on oublie souvent qu'on est dans des acteurs qui sont dans l'événement et qui réagissent politiquement à travers ce qui est la singularité de l'événement dans lequel ils s'inscrivent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que de part et d'autre de l'Atlantique, on est à ce moment-là face à des questions qui sont relativement similaires, en dépit des distinctions, et avec des réponses théoriques qui viennent à des sources effectivement communes, mais des réponses théoriques qui se ressemblent. Alors, savoir qui influence qui, je pense que c'est une question un peu vaine. En revanche, le fait de remarquer cette conjonction à un moment donné dans laquelle l'Angleterre, les États-Unis et la France se trouvent, et où la question du républicanisme face à la naissance du capitalisme se pose, me semble être quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que du point de vue théorique, vous le savez, on a eu tendance à couper, à séquencer en quelque sorte l'expérience anglaise, l'expérience française, l'expérience américaine, en faisant des choses qui étaient disjointes, du moins en tout cas mettre l'expérience française de côté. Et le travail que tu fais autour de Paine, par exemple, et le fait qu'il ait un pied de chaque côté, et que sa manière de penser la République puisse être, on va dire, efficace pour saisir ce qui se passe en France et aux États-Unis, montre cette conjonction. Et il me semble que c'est un point important. Moi, j'avais une question plus particulière par rapport à ce que tu évoquais. C'est également, me semble-t-il, important de rappeler qu'on est devant Hamilton, devant une conception républicaine. Donc, il y a différents types de républicanisme qui sont en tension, comme on retrouve aussi dans la Révolution française, et que chacun peut être pratiquement réfracté en sous-catégories avec des spécificités. Tu
parlais des distinguos que tu pouvais voir entre la manière dont Madison pense la République et celle dont Jefferson pense la République. On peut avoir des distinctions entre Marat, entre Saint-Just, Robespierre, Thomas Paine de l'autre côté. Donc, quand on rentre dans la finesse de l'objet, on s'aperçoit que tout ça est fort complexe. Donc, on a dans deux grands ensembles. On aurait, ça sera le projet de ta deuxième partie, on a ce républicanisme d'Hamilton face à celui qui est porté par Jefferson ou qui est porté par Madison. Et si ma question porterait donc sur ce républicanisme d'Hamilton, avec un parallèle que l'on avait dans votre question, Jean-Baptiste, je crois, avec Brissot, les Girondins, etc. Ce que je trouve, moi, chez Condorcet, chez les Girondins, en appui d'ailleurs beaucoup avec les physiocrates, et c'est Condorcet qui fait le lien, bien sûr, de ce point de vue-là, c'est l'idée que l'économie, le marché lui-même, va générer la politique. Et que le politique en soi est quelque chose qui est soumis en quelque sorte à des logiques marchandes et à des logiques économiques. C'est ce que disent les physiocrates, hein. L'économie est une science totale du gouvernement qu'on va retrouver chez Jean-Baptiste C. Je pense que Jean-Baptiste C verrait chez Hamilton peut-être quelque chose qui ressemble à sa manière de penser la République et l'économie. Parce que la question que je te pose, c'est est-ce qu'on a chez Hamilton l'idée que l'économie génère la politique, ce que j'ai appelé moi du côté de Condorcet un républicanisme de marché en fait, hein, où l'égalisation des conditions est attendue simplement par la relation marchande, par la relation économique et non pas par des lois qui seraient portées par la politique. Alors, chez Hamilton, oui, il y a ça, mais enfin, la différence avec Condorcet, c'est que Hamilton est clairement, je pense, un républicain de marché pessimiste. C'est-à-dire qu'il ne pense pas qu'il va y avoir égalité des conditions, au contraire. Il pense qu'il va y avoir accentuation des inégalités et il faudrait étudier un petit peu son anthropologie, mais c'est plus difficile à faire que chez Adams. Parce que Adams, il donne son anthropologie. Il dit voilà, les hommes sont comme ci, comme ci, comme ça. Hamilton, c'est un financier, c'est un praticien, si tu veux. Il est technicien, il n'explique pas son anthropologie, il faut la chercher dans les détails. Mais clairement, c'est une anthropologie ultra pessimiste, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que de toute façon, les riches doivent dominer le monde, que de toute façon, la société américaine va devenir de plus en plus inégalitaire, et que donc, le marché crée du politique, en effet, et c'est absolument central. C'est ce que les historiens américains, ils appellent ça un programme nationaliste. Alors évidemment, le mot a aucun sens pour nous, enfin il a d'autres sens pour nous, mais ce que veulent dire les historiens américains, c'est que pour Hamilton, la nation politique, elle est créée par le marché national. C'est-à-dire pas par les États fédérés, qui sont envoyés à des circonscriptions administratives, mais c'est le marché national qui crée la nation. Donc, effectivement, il y a cette idée que le marché crée la politique. Alors, la particularité de Hamilton, et c'est en cela qu'il est moderne, entre guillemets, qu'il est même ultra-moderne, et qu'il n'est pas conservateur, c'est-à-dire que le terme conservateur, utilisé Jean-Baptiste tout à l'heure, il n'est pas adapté, il est ultra-moderne, au contraire, il est ultra-moderne parce qu'il considère que c'est la dette, que ce sont les marchés financiers qui doivent gérer ce rôle, qui doivent jouer ce rôle, beaucoup plus que le développement industriel, blablabli, blablabla. Il considère vraiment que c'est la finance mondiale, alors mondiale à l'échelle de l'époque, c'est-à-dire la finance transatlantique essentiellement. Il porte la finance mondiale, c'est pas l'industrie, c'est la finance mondiale qui crée du politique, puisque c'est la finance, c'est le lien avec la finance mondiale, c'est le lien entre le marché national de la dette et la finance mondiale qui crée la nation. Et c'est en cela que je trouve que Hamilton est extraordinairement moderne de ce point de vue-là. Enfin, moderne, d'une certaine modernité qui est celle de la financiarisation de l'économie. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'une financiarisation de l'économie à l'échelle mondialisée comme aujourd'hui, mais d'une certaine manière, il y a quand même cette idée que le capital financier est celui qui va créer du politique. Absolument. Est-ce qu'il y a, on parlait d'influence, est-ce qu'il
pourrait y avoir des liens avec Adam Smith. Tu parlais de son pessimisme. Je me posais la question de Smith et du politique. Alors évidemment, son réplicanisme n'est pas celui de Hamilton, mais Adam Smith intègre dans sa fameuse main invisible, qui est en grande partie une construction postérieure dans les usages qu'on en fait. Mais Adam Smith, en gros, dit oui, il y a un équilibre en quelque sorte naturel des marchés, à condition qu'il y ait finalement une dimension de contrôle et de régulation politique pour que ça puisse fonctionner. Cette dimension est complètement évacuée par Condorcet par les physiocrates auparavant. Est-ce qu'on a cette dimension chez Hamilton, donc l'idée de, un lien avec son pessimisme, l'idée d'une régulation possible quand même par le politique de ces logiques marchandes? Pas du tout. Oui et non. C'est-à-dire que je pense que, bon, évidemment, Hamilton connaît Smith, ça va de soi. Il le cite très souvent. Mais ayant relu Adam Smith il n'y a pas si longtemps que ça, je me rends compte que Adam Smith défend l'idée de régulation politique des marchés, y compris pour les plus faibles. C'est-à-dire qu'il y a cette fameuse phrase dans la richesse des nations où il dit grosso modo, si les marchands vous demandent une loi au Parlement, faites le contraire. Oui, il dit clairement qu'il y a une inégalité incroyable entre les quelques industriels qui peuvent se rassembler ou les quelques marchands et la masse du monde ouvrier qui sera toujours à la dupe finalement. Et donc Adam Smith prend position en disant vous faites le contraire que ce que vous demandent les marchands, parce que les marchands ils défendent que leur intérêt de toute façon, et pas du tout l'intérêt commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout ça chez Hamilton. Oui, bien sûr. Si les marchands vous demandent de faire une loi, vous la faites. Donc oui, il y a une régulation du politique, si tu veux, de l'économie par politique, pardon, excuse-moi, mais je dirais beaucoup moins que chez Smith, en fait. De ce point de vue-là, Hamilton est encore plus libéral au sens actuel du terme que Smith. Smith est beaucoup moins libéral au sens actuel qu'on le croit. Smith, qui est le keynésien face au néolibéral. Je ne sais pas si les catégories sont les bonnes, mais enfin, je ne pense pas. Pas forcément, non. Mais enfin, en tout cas, moi, je vois chez Hamilton beaucoup plus de cynisme. Et surtout, chez Adam Smith, il y a beaucoup moins que chez Hamilton l'insistance sur le capital financier. Et c'est intéressant ce rapport à la dette, parce que je ne vois pas trop d'équivalent en fait dans le débat français. Je ne vois pas où Clavière, où ces choses-là apparaissent. On reste quand même ancré dans un rapport à la spéculation, à la propriété et au capitalisme qui reste celui des classiques, en fait, celui du rapport à la terre, où la dette est recyclée dans les biens nationaux en particulier. Donc on n'a pas un équivalent, et cette modernité, entre guillemets, que tu évoques du côté français. Peut-être que tu as vu des liens avec Clavière. Tu as tout à fait raison. Moi, plus je lis Hamilton, et plus je suis sidéré par ce qu'il raconte sur la dette. Quoi. C'est parce que, fondamentalement, Hamilton et ses amis, Maurice et les autres, je ne parle pas du gouverneur Maurice, je parle de Robert Maurice, qui était le grand argentier, considèrent que c'est un levier, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, que c'est un levier politique. C'est-à-dire que pour créer la nation, la dette, c'est le seul moyen de créer le truc qui va créer une structure au-dessus des États fédérés. Au niveau des États fédérés, on ne peut pas faire grand-chose. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que les États fédérés, ils ont une politique, ils ont leur... Je veux dire, le Rhode Island et la Caroline du Sud, ce sont des sociétés qui n'ont pas grand-chose à voir, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Et le seul moyen de créer une espèce d'union des intérêts entre le Rhode Island et la Caroline du Sud ou la Géorgie, c'est par le biais du capital financier. Parce que tu ne peux pas le faire sur autre chose, fondamentalement. D'accord, donc l'échelle macro-politique, en fait, est par la dette. Quoi. Oui, je pense que c'est ça la particularité américaine. Parce que tu as raison, en France, la question de la dette n'a pas du tout le même sens. Et même si, évidemment, il y a des oppositions entre les intérêts du Nord, les intérêts des villes portuaires, les intérêts de l'intérieur, etc., ça existe. Mais, je veux dire, le degré d'intégration à l'intérieur de l'ancien royaume de France et dans la France des 83 départements, le degré d'intégration économique est beaucoup plus avancé que le degré d'intégration économique des différents États-Unis d'Amérique. Il ne faut jamais oublier que entre la société esclavagiste de la Géorgie
et la société de petits producteurs de Rhode Island, il n'y a vraiment pas grand-chose de commun, quoi. Et que finalement, le seul truc de commun, c'est le capital financier et la dette. C'est pour ça qu'il insiste autant sur la question de l'assomption de la dette, c'est-à-dire de la reprise de la dette, et le fait que ce soit le gouvernement fédéral qui ait les leviers pour gérer la dette. La dette est quelque chose qui permet d'unifier, c'est aussi quelque chose qui donne du pouvoir, en fait. Absolument. Mais c'est très clairement dit. Hein. C'est très clairement dit par Hamilton, par Maurice, par tous les autres. La dette, c'est le cheval de Troie par lequel on va soumettre les États fédérés qui n'en font qu'à leur tête. Ouais, donc, ça, c'est très, très clairement dit. Moi, j'aurais deux questions, là, peut-être un peu basiques, mais bon, la première, c'est sur Hamilton et la République mixte, parce que d'habitude, on présente la République mixte comme quelque chose que l'on soutenait parce qu'on pensait, qu'entre autres, cette structure mixte empêcherait la corruption, alors que Hamilton, il me semble, d'après ce que tu viens de nous raconter, que la corruption, ça n'a pas vraiment l'impression de déranger plus que ça. Oui, de le déranger, ou au moins il pense que c'est inévitable. Du coup, est-ce qu'il soutient la constitution mixte un peu par défaut, ou est-ce qu'il a d'autres raisons derrière ça? Et puis après, j'avais une deuxième question plutôt sur Jefferson. Tu as dit que on le présente souvent à tort comme agraire. Et du coup, j'ai voulu aussi te demander ce que tu penses de cette autre façon de présenter Jefferson, qui est un peu alliée. On le présente comme très influencé par les physiocrates, alors que il me semble que c'est pas du tout ton interprétation. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de ça. Ouais, tout à fait. Alors, sur Hamilton et le gouvernement mixte, fondamentalement, l'idée du checks and balances de Hamilton, c'est pas un truc pour lutter contre la corruption des gouvernements. C'est un truc pour lutter contre les passions du many, du plus grand nombre. Donc, c'est comme ça qu'il le conçoit, ce gouvernement mixte. Or, le problème de Hamilton, c'est qu'il n'y a pas de noblesse. Donc, il ne peut pas y avoir de noblesse aux États-Unis. Il n'y a pas de roi, puisqu'on l'a viré quand même, le dernier. Et donc, le seul moyen qu'on a de limiter les passions populaires, c'est le gouvernement mixte. Mais ce gouvernement mixte, il le conçoit, comment dirais-je, pas dans le cadre de la tradition républicaine classique, hein, qui est la tradition de Polybe, pas de Polybe, la traduction des trois types de régimes aristotéliciennes, etc. C'est pas ça chez lui. Chez lui, c'est une forme. C'est une forme, le gouvernement mixte. C'est pas grand-chose de plus. D'ailleurs, il change d'avis. Il change d'avis. Alors, par ailleurs, individuellement, Hamilton, c'est un personnage complexe parce que, bizarrement, c'est un type qui vient d'un milieu relativement modeste. Il a un petit peu le zèle du converti. C'est-à-dire, par rapport à un Jefferson, qui est un grand seigneur, entre guillemets, par rapport à un Washington, qui est un très grand personnage du point de vue du statut social, du point de vue économique, Hamilton, à l'origine, c'est un type tout à fait modeste. Et il est né dans les Antilles. Il n'est pas né en Amérique, il est né dans les Antilles. Et il est vraiment issu de ces milieux modernes de ce point de vue-là. Hein. La grande propriété foncière, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Par ailleurs, lui-même n'est pas particulièrement corrompu. C'est plutôt, d'ailleurs, c'est les gens qui sont autour de lui. D'ailleurs, il peste dans sa correspondance privée. Il dit « Ils sont en train de foutre tout mon plan par terre, ces salauds-là. » Il ne dit pas ces salauds-là, mais ils sont en train de foutre tout mon plan par terre, à tripatouiller avec leurs doigts dans les fonds. Qui lui-même n'était pas... Enfin, bon, il a bien profité par le biais de ses amis
de la spéculation, mais je dirais que c'était pas un escroc. C'était pas un escroc. Il avait une espèce de morale du financier beaucoup plus importante que celle de ses proches. Par exemple, Dewar, qui quand même va taper dans la caisse à hauteur de plusieurs centaines de milliers de dollars et qui se retrouve en prison. Donc de ce point de vue-là, Hamilton, c'est un personnage tout à fait particulier. Alors pour répondre à la deuxième partie de ta question sur les physiocrates, effectivement, c'est la tarte à la crème de pas mal de gens, particulièrement de Manuela Alberton ou d'autres, de faire un lien entre la physiocratie et Jefferson. Alors, si l'on considère que le programme physiocrate, c'est la constitution de la grande propriété, la constitution d'un prolétariat agricole et de l'imitation de la grande propriété à l'anglaise, il est clair que Jefferson n'est pas un physiocrate. Il est même exactement l'inverse. Maintenant, est-ce que Jefferson connaît les physiocrates? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il connaît Turgot? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il discute avec les physiocrates ou avec des gens comme Jean-Baptiste Say, dont Yannick parlait tout à l'heure? Oui, bien sûr. Et ils discutent ils ont une correspondance très, très, très marquée. Et ils discutent de toute une série de concepts. Mais il est très clair que le programme physiocratique, enfin, en tout cas le programme que les physiocrates entendent appliquer en France, n'a strictement rien à voir avec le programme de Jefferson. Je fais référence aussi à un article de Manuela Alberton où elle présente George Logan, dont je vous parlerai la prochaine fois, comme le seul physiocrate américain. Moi, je lis George Logan, et je vous expliquerai pourquoi la prochaine fois. Ça n'a rien à voir avec la physiocratie. Ou alors si, le seul truc qu'il y a à voir avec la physiocratie, c'est qu'ils considèrent tous les deux que l'agriculture, c'est la base du travail productif et du développement économique. Mais je veux dire ça, on n'a pas besoin d'être physiocrate pour le dire à l'époque. Si on considère que le cœur de la physiocratie, c'est le projet de favoriser un grand marché fondé sur la grande propriété, sur le commerce entièrement libre des grains, etc., etc. Jefferson est pour la liberté du commerce. Hein. C'est un libéral, Jefferson, c'est pas la question. C'est un libéral qui est pour taxer les produits de luxe, c'est tout. Il n'est pas marxiste, Jefferson, il n'est pas ce que vous voulez. Mais il n'est pas physiocrate. Enfin, après, il faudrait voir très précisément. Moi, je ne connais pas, par exemple, la théorie de l'impôt. Je connais mal la théorie de l'impôt physiocratique, même si j'ai lu la thèse de Jean-Claude Godbout, mais je connais mal la théorie de l'impôt. Mais là non plus, Jefferson n'a pas un rapport avec la théorie de l'impôt, chez l'impôt unique physiocratique. Bon, mais d'un autre côté, l'impôt unique physiocratique n'a aucun sens aux États-Unis, dans la société américaine telle qu'elle existe. Donc, je dirais que il débat avec les physiocrates, il pense avec la physiocratie, il utilise la physiocratie, mais là encore, on n'est pas du tout dans le terme d'influence. Il se pose des questions que se posent les physiocrates, bien sûr, mais il n'y a pas que les physiocrates qui se les posent ces questions-là. Et en tout cas, ce qui me semble clair, c'est que les réponses, ce n'est pas les mêmes du tout. En tout cas, le projet social, peut-être que par certains aspects, le projet économique peut être rapproché, mais je ne voudrais pas trop m'avancer et dire des bêtises, mais le projet social et politique, clairement, ce n'est pas le même, ça c'est sûr. D'accord, donc tu dirais que cette idée que Jefferson serait très influencé par les physiocrates, ça vient un peu de la confusion entre discuter, débattre avec des gens et être influencé par eux, parce que ou défendre les mêmes positions qu'eux dans la pratique. Parce que dans la pratique, Jefferson ne défend pas les positions des physiocrates. Merci. Et est-ce qu'il y a, comme du côté de la montagne, une mise en avant dans la montagne, c'est véritablement à partir de 91-92 que ça commence à être théorisé. C'est théorisé également dans le mouvement populaire et dans ceux qui s'en réclament. Est-ce qu'il y a une mise en avant du droit à l'existence? Est-ce que c'est une question qui permet d'interroger ce qu'est la nature de l'état social et la nature de la propriété à ce moment-là? Le terme de droit right to existence, on ne le trouve pas. D'accord. On ne le trouve pas chez Jefferson, chez Madison. En revanche, il faut bien dire qu'aux États-Unis, le problème des subsistances, etc., il n'a rien à voir avec celui de l'Europe. Hein.
Bien sûr. Et dans les constitutions des différents États, on trouve l'expression droit à la vie, par ailleurs. Il y a le droit à la vie. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une dimension normative absolument. Dans les textes politiques. Mais est-ce que c'est mis en œuvre sur le plan politique après, concrètement? Il y a la recherche du bonheur, hein, tout simplement. Oui. Le pursuit of happiness, c'est la recherche du bonheur. De ce point de vue-là, ça existe. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, ça vous a peut-être échappé, mais j'ai mis en ligne, il n'y a pas très longtemps, un article de Madison sur sa définition de la propriété. Et dans sa définition de la propriété de 92, justement, je reviendrai là-dessus la prochaine fois, Madison a une très belle formule. Il dit, vous voulez défendre la propriété très bien, mais vous oubliez que les droits sont une propriété. Et parmi les droits, alors, il n'y a pas le droit à l'existence, mais il y a le droit comment je ne me souviens plus de la formule exacte, mais c'est le droit de permettre la subsistance. Voilà, c'est assez proche de Locke, en fait. C'est le droit cette propriété qui sont mes biens, ma vie, mes droits. Oui, et la religion aussi, d'ailleurs. Et la religion. La tolérance religieuse, l'expression des pensées, etc. Tout ça, c'est mes droits, et ce sont ma propriété. Donc, c'est tout à fait lockeien, effectivement. Et il y a, je ne me souviens plus de l'expression exacte, mais vous pouvez le retrouver sur le site, mais je vous dirai ça la semaine prochaine aussi. Il y a l'idée qu'il y a le droit aux moyens d'assurer mon existence et de la perfectionner, et du perfectionnement de l'existence. C'est plutôt cette formule-là, plutôt que le terme droit à l'existence. Oui, right to existence. Moi, mais on retrouve le même concept, même s'il n'est pas formé ou formulé sur. Mais là, c'est ce que l'article que tu avais publié sur révolutionfrançaise.net, ce texte, c'était dans la presse. C'est dans la presse. C'est dans la presse. Et est-ce qu'on a des échos de ça dans un espace qui serait plus politique? Alors, je vous dirai ça l'année prochaine, parce que je suis en train de travailler en ce moment sur les textes de 93, notamment les textes des sociétés démocratiques. Bon, là, comme je travaille de manière chronologique, j'en suis pas encore arrivé au moment où les sociétés démocratiques se constituent. Puis elles commencent à se constituer en 93 et elles se développent en 94. Et on a des programmes des sociétés démocratiques qui sont pensés comme des sociétés populaires, en fait, à l'imitation de celle de la France, c'est très très clair. Et on a à ce moment-là des discours autour de ça. Alors, dans le domaine du politique, de ce que tu entends par politique dans ta question, il y a un truc qui est très important aux États-Unis à l'époque, c'est les toasts. Parce que les toasts, c'était quand on se réunissait entre républicains, on faisait des banquets et on se mettait d'accord sur une liste de toasts qu'on portait. Et ces toasts, en fait, c'était des slogans. C'est les slogans politiques, c'est en fait des slogans politiques auxquels tout le monde souscrit. C'est-à-dire, pour qu'un toast soit accepté, il fallait qu'il y ait l'unanimité. Et donc, dans ces toasts, bon, ça a été un peu étudié, alors pas sous cet angle-là, mais c'était un peu étudié par un historien français, Gervais, qui a étudié la place de l'agriculture et de l'industrie, etc., dans les toasts républicains. Et il y a des choses autour de la propriété agraire, de la petite propriété, comme étant la condition de l'existence et du régime républicain. Mais si tu veux, il n'y a pas l'équivalent d'un discours autour du droit à l'existence. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé encore, parce que de facto, il n'y a pas l'équivalent de la société populaire encore en 92, puisque les sociétés populaires commencent à apparaître, c'était démocratique républicaine, commence à apparaître fin 93 et se développe en 1794. Et il y a des textes dans lesquels il y a des trucs comme ça, c'est des textes du fort privé, enfin du fort privé, qui n'étaient pas des textes publiés, mais qui sont plutôt dans la période suivante. Notamment, il y a un texte absolument passionnant qui s'appelle Key to Liberty, la clé de la liberté, qui a été écrit par un inconnu qui s'appelle Manning, tout simplement, et qui était un artisan, et qui a écrit des textes politiques pour lui dans lesquels il développe beaucoup de trucs comme ça. Mais si tu veux, les sources que j'utilise ne me permettent pas de savoir s'il y a des espaces.
je crois qu'à ce moment-là, il n'y en a pas encore des espaces où pourrait s'exprimer ce que tu dis sur un terrain strictement politique. Parce qu'il y a des pétitions, il y a des adresses, etc. Mais dans ces adresses, dans ces pétitions, moi, je ne trouve pas ces trucs-là, voilà, pour l'instant. Parce comme tu sais, il y a une différence entre dire il faut développer la petite propriété pour éviter qu'il y ait des rapports de domination, pour donner à des personnes la possibilité d'exister, et différemment de dire le droit à l'existence est une norme, et cette norme implique peut-être que l'on puisse donner des propriétés, mais il existe d'autres types de dispositifs. Et dans la vision qu'on a souvent du républicanisme, en particulier du républicanisme montagnard, de celui de Robespierre, on met en avant l'idée qu'il serait dans un idéal du petit propriétaire, ce qui est manquer la cible. L'idéal, c'est le droit à l'existence, qui implique peut-être de redistribuer les propriétés, mais pas seulement, évidemment. Et c'est pour ça, est-ce que cette distinction-là, on la trouve ou pas? Je crois que les sources sur lesquelles je travaille ne permettent pas de répondre à cette question-là. Je pense qu'on pourrait trouver des trucs comme ça, mais au niveau des États fédérés. Tu vois, il faudrait faire des monographies sur tel coin de la Pennsylvanie, sur tel coin du Massachusetts. Et je pense que là, on pourrait trouver éventuellement, sans doute, trouver un truc. Mais il y a quand même un truc spécifique aux États-Unis. Il y a quand même un truc spécifique aux États-Unis, c'est que de la terre, il y en a. On a plein. Bien sûr. On n'en manque pas. Et le problème, c'est pas la terre. La terre, il y en a plein. Il suffit de se baisser pour la. Le problème, c'est la main-d'œuvre. Évidemment, dans le Sud, la main-d'œuvre, elle est esclave. Donc, le problème, c'est pas la terre. Donc, je pense que sous la forme que tu dis, je suis pas sûr de pouvoir trouver dans les sources que j'utilise ce type de dispositif. Mais il faudrait sans doute aller à une autre échelle, à une échelle beaucoup plus infra, au niveau des États, et au niveau des combats politiques dans les États, dans les conflits autour de la propriété justement. Mais ça, moi, dans les sources sur lesquelles je travaille, ça apparaît pas du tout. Parce que Thomas Paine, qui est à l'interface, évidemment, comme tu dis, oui. Comme tu le sais, de ces questions-là, est quelqu'un qui va finir par théoriser la problématique du droit à l'existence, déjà dans Right of Man, mais déjà par la suite de manière beaucoup plus précise dans Agrarian Justice. Et peut-être qu'à travers ça, il y a des circulations, des prises en charge, ou alors que cette formulation que propose Paine est en écho avec ce qui se passe du côté de la montagne et spécifique à la situation continentale. Peut-être. Écoute, franchement, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Comme je vais continuer à bosser là-dessus, je vais peut-être trouver quelque chose, mais pour l'instant, je ne peux pas répondre.